Dans un instant, vous allez écouter une rencontre avec Jacques Le Rieder, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur d'ouvrages sur les écrivains viennois, Karl Kraus, Schnitzler, Freud, entre autres, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mardi 22 septembre 2020. Il y présentait son livre Stefan Zweig, L'esprit européen en exil, une édition coétablie avec l'écrivain autrichien et ancien directeur du centre Stefan Zweig de Salzbourg, Clemens Renoldner, et paru aux éditions Bartilla. Le débat était animé par Jacques Lajarige de l'université Jean Jaurès. Ce soir autour de Stefan Zweig. Et l'occasion nous en est fournie par la publication de ce recueil, Stefan Zweig, L'esprit européen en exil, qui rassemble des essais, des discours et des entretiens des années 1933 à 1942, dans une édition établie et traduite pour la plupart des textes par Jacques Le Rieder, que nous accueillons ici ce soir. Alors je vais rapidement présenter Jacques Le Rieder, même si certainement ce n'est pas très utile, mais c'est quand même un honneur et un plaisir de le faire. Jacques Le Rieder, qui est ancien élève de l'École normale supérieure, germaniste, agrégé d'allemand et historien français, est connu par ses nombreux travaux sur la modernité viennoise. Je ne peux pas tous les énumérer ici, mais je rappelle quand même ce titre traduit dans de nombreuses langues, Modernité viennoise et crise de l'identité. Il est aussi l'auteur du Que sais-je sur la Mitteleuropa et de travaux de référence sur Hugo von Hofmannsthal, sur les journaux intimes viennois, Freud, Arthur Schnitzler, pour n'en citer que quelques-uns, Fritz Mautner, et plus récemment, je citerai 2 livres, La censure à l'œuvre, Freud, Kraus, Schnitzler, paru chez Hermann, et le dernier en date, Karl Kraus, Phare et Brûlot de la modernité viennoise, paru au Seuil. On lui doit de nombreux autres travaux, notamment la coédition du Dictionnaire du monde germanique chez Bayard en 2007, de nombreuses éditions, aussi bien de Faust, du Urfaust, le premier Faust, Faust 1, Faust 2, également chez Bartilla, les écrits autobiographiques de Goethe. Et pour faire le lien avec le volume que nous allons présenter ce soir, je voudrais mentionner, également publié aux éditions Bartilla, 2 autres recueils de textes de Stefan Zweig, Appel aux Européens, avec une préface de Jacques Le Rieder, et également chez Bartilla, Dernier message. Et peut-être ça va faire le lien avec le volume qui va être présenté tout à l'heure par Jacques Le Rieder. Il est question d'Europe, il est question de l'idée européenne dans tous ces textes à des niveaux et sous des formes diverses. Tous ces textes, je ne veux pas anticiper, sont des textes qui ont des statuts différents, soit des publications dans la presse, soit des textes de conférences, notamment. Un point commun peut-être à tous ces textes, c'est une manière de lutter contre le nationalisme, de se rebiffer contre le nationalisme, de déplorer l'oubli de la Première Guerre mondiale et des conséquences néfastes du nationalisme en Europe. Zweig déplore dans la plupart de ses textes,
en faisant des analogies, qu'on est dans les années 30, finalement, à peu de distance, très vite oublié les conséquences désastreuses de ce nationalisme. Et il cherche à inventer une autre manière d'écrire et de transmettre l'histoire. Et notamment, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il imagine des choses assez concrètes et surtout, il est convaincu qu'il faut changer de paradigme en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire. Qu'on ne peut plus se contenter d'alimenter les nationalismes en faisant apprendre l'histoire au travers des noms des généraux et des grandes batailles, ce qui ne fait qu'entretenir la haine et les ressentiments. Et il appelle de ses voeux donc tout autre chose qu'on appellerait aujourd'hui une histoire culturelle et qui montrerait, je le cite, non le mal qu'un peuple a fait à un autre, mais ce qu'il lui doit. Alors on pourrait peut-être facilement transposer ça à notre époque également, si on se souvient des discussions au sein de l'Europe sur la fameuse crise grecque, où on nous a beaucoup dit tout l'argent, tout ce que devait la Grèce. Peut-être l'Europe ne s'est pas demandé tout ce qu'elle devait à la Grèce. Mais c'est une autre question. Je le formule de façon volontairement un peu polémique. Donc c'est une histoire des transferts culturels, au fond, qui est au cœur de la réflexion de Zweig. C'est là que se situe finalement sa pensée européenne, qui est une vision fondamentalement supranationale. Un texte peut-être mérite ici d'être mentionné parmi beaucoup d'autres. C'est le texte d'une conférence donnée à Florence, enfin donnée non, puisqu'il a envoyé son texte, puisqu'il ne voulait pas être présent, dans lequel il a cette formule: notre grande Europe, professeur de civilisation, doit aller à l'école chez ses propres élèves. C'est une formule tout à fait remarquable. Et de fait, Zweig mobilise plusieurs héritages en repartant du récit biblique de Babel, qui revient d'ailleurs dans de très nombreux textes. Cette obsession de Babel, on peut dire que c'est l'un des fils rouges de son écriture. L'unité politique et intellectuelle de l'Europe commence pour Zweig avec Rome, avec l'Empire romain, puis vient une longue période de ténèbres, en quelque sorte, avant la Renaissance et l'humanisme. On connaît l'intérêt de Zweig pour les grandes figures historiques et les grandes biographies. On pourrait citer Erasme ici, mais il cite bien d'autres noms, Descartes, Giordano Bruno, Spinoza, Bacon, Leibniz. À côté d'Erasme, cette seule et même république qui est celle des savants, au fond, mais qui, bien sûr, ne touche pas à l'époque toutes les couches de la société. Un bel équilibre, néanmoins, intellectuel, détruit, selon Zweig, par la Réforme, qui déclenche à nouveau une vague de nationalisme littéraire et qui fait prendre conscience de l'identité nationale, finalement, au travers de la langue, au travers notamment de la traduction en langue vernaculaire des Écritures. Et puis il y aurait, on y reviendra peut-être, et je vais bientôt céder la parole à Jacques Le Rider, la question de la nostalgie, finalement, la Vienne d'hier, le monde d'hier, le mythe habsbourgeois, comme un modèle souvent cité, d'une préfiguration peut-être de ce que pourrait être une Europe supranationale, supraconfessionnelle, autre chose peut-être, voilà. Mais qui quand même est ébréché, écorné par ce que Zweig vit. Et peut-être on se posera aussi la question de
des évolutions de cette pensée européenne finalement, hein, qui n'est pas aussi monolithique peut-être qu'il n'y paraît à la première lecture. Bien sûr, la position de Zweig évolue aussi à la fin des années 30, elle n'est pas exactement la même qu'au début des années 30. Ces professions de foi européennes, souvent, elles ont été présentées comme anachroniques. Vous avez un rapprochement avec Ecce Homo de Nietzsche, hein, pour dire qu'elles sont intemporelles ou intempestives, comme on traduisait autrefois les Unzeitgemäße Betrachtungen, hein, de Nietzsche. Elles ont pu paraître inactuelles en 1932, 1933. Le sont-elles autant que cela? Bon, c'est peut-être ces questions auxquelles permettent de répondre ces textes dont vous allez nous parler maintenant et qui sont réunis dans ce volume, hein, que j'ai mentionné, L'esprit européen en exil. Ces textes suscitent de nombreuses interrogations, aujourd'hui encore, de nombreuses questions. J'en aurai sans doute quelques-unes, mais je ne doute pas non plus que la salle aura des questions à vous adresser. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jacques Lajarriche, pour cette belle entrée en matière. Merci à la librairie Ombre Blanche qui me fait l'honneur et le plaisir de me donner l'occasion de vous parler de ce livre ce soir. Et merci à vous qui êtes venus pour cette soirée. Je commencerai pour présenter ce livre par évoquer l'ouvrage le plus célèbre de Stefan Zweig, et à juste titre, puisque c'est véritablement un chef-d'œuvre de la littérature européenne du XXe siècle. Ce sont ses mémoires, Le monde d'hier, et je voudrais rappeler que pour ces mémoires d'un Européen, tel est le sous-titre du Monde d'hier, Stefan Zweig avait d'abord songé à 3 vies, mais 3 vies, correspondant à 3 ruptures fondamentales. La première, c'est la Première Guerre mondiale. C'est la césure qui met fin à la première phase bien connue des lecteurs de Zweig, la première phase très brillante de Stefan Zweig à la Belle Époque. Stefan Zweig, héritier d'une belle fortune familiale, héritier aussi de la brillante modernité viennoise, de Hofmannsthal, de Schnitzler, de Freud, de Gustav Mahler, auquel il a consacré des essais. Stefan Zweig, le cosmopolite, polyglotte, aussi à l'aise dans le milieu parisien, londonien, milanais, bruxellois qu'à Vienne, à Prague et à Budapest. La deuxième vie de Stefan Zweig, c'est celle qui suit l'effondrement de l'Autriche-Hongrie en novembre 1918. C'est celle des années 20 jusqu'à la fin 1932. Ces années durant lesquelles Stefan Zweig prend place au premier rang de la République des lettres, devient l'auteur le plus traduit dans le monde et incarne ce que son ami français Paul Valéry appelle l'Europe de l'esprit, tout en entretenant une correspondance abondante avec une sorte d'antipode de Paul Valéry, antipode politique, Romain Rolland, qui devient au fil des années un des intellectuels engagés à gauche dans le mouvement pacifiste et bientôt aux côtés du Parti communiste. Ces 2 premières vies de Stefan Zweig sont les plus connues, au point qu'elles ont longtemps occulté la 3e vie de Stefan Zweig, celle qui commence après le 30 janvier 1933, après la prise du pouvoir par Hitler et les nazis en Allemagne, et qui s'achève tragiquement en février 1942 à Petropolis,
dans l'arrière-pays de Rio de Janeiro par le double suicide de Lotte et Stefan Zweig. Cette troisième vie, c'est celle qui retient l'intérêt surtout à cause de sa fin tragique. L'excellent film de Maria Schrader, Stefan Zweig, Adieu l'Europe, de 2016, que vous avez peut-être vu, est précisément consacré à cette dernière décennie. Mais c'est une décennie en réalité très productive. Ce n'est pas la descente aux enfers, ce n'est pas le dépérissement psychologique de Stefan Zweig conduisant à son suicide. C'est aussi une période de véritable éruption créatrice marquée par la réalisation et la publication de son grand roman Impatience du cœur, connu jusque-là sous le titre La pitié dangereuse. C'est l'année de la rédaction des mémoires Le Monde d'hier, que Stefan Zweig achève en 1941, et c'est la période qui culmine avec ce chef-d'œuvre de la nouvelle intitulée Nouvelle du jeu d'échecs. C'est précisément cette dernière période que couvre le recueil L'Esprit européen en exil. Et avant de présenter ce volume brièvement, je voudrais insister sur un fait biographique et, je dirais, relatif à la créativité de Zweig, qui m'a profondément impressionné au fur et à mesure qu'avançait mon travail de commentaire et de traduction. Car, je l'ai dit, on a souvent présenté cette dernière décennie de Zweig comme celle d'un égaré qui perdait pied et qui s'enfonçait dans un état dépressif chronique. Mais ce qui m'a frappé, c'est au contraire la stupéfiante énergie créatrice de Stefan Zweig, qui, malgré une vie de nomade, parfois épuisante et démoralisante, n'a cessé d'écrire, travaillant dans une cabine de paquebot, dans une chambre d'hôtel, dans un train, dans un café, aussi assidûment que naguère dans sa splendide villa de Salzbourg, dont il avait reconstitué le décor à Bath, dans la villa Rosemont, qu'il avait acheté en septembre 1939, où finalement il n'a séjourné qu'à peine un an, jusqu'à 1940 et jusqu'à sa fuite vers les États-Unis d'Amérique. Ce rythme de travail véritablement titanesque, Stefan Zweig l'a maintenu au prix d'une lutte quotidienne contre les innombrables difficultés de son existence d'exilé en errance. Difficulté d'écrire en temps de guerre et de chaos, c'est un des thèmes, au fond, les plus attachants, les plus frappants de ce recueil, L'Esprit européen en exil, où il est beaucoup question des conditions d'existence précaires et menacées des exilés européens à l'époque du fascisme et du nazisme, et particulièrement des juifs allemands et autrichiens. Stefan Zweig était parfaitement conscient de ce contraste entre le délitement inexorable de son existence et la poursuite acharnée de son travail d'écrivain. Dans un des textes les plus beaux et les plus importants de ce recueil, L'Esprit européen en exil, je parle de l'hommage à Joseph Roth, prononcé par Zweig le 22 juin 1939 à Londres, lors d'une cérémonie à la mémoire de Roth, mort à Paris le 27 mai 1939, et cérémonie en même temps consacrée à Ernst Toller, l'écrivain expressionniste allemand, qui venait de se donner la mort à New York le 22 mai. Dans cet hommage à Joseph Roth,
Zweig insiste sur le fait que les dernières années de Joseph Roth ont été un suicide à petit feu. Vous savez que Joseph Roth avait sombré dans l'alcoolisme et s'est détruit littéralement. Mais il insiste aussi sur le fait que ces dernières années de Roth ont été extraordinairement créatrices, car l'auteur de La Marche de Radetzky n'avait rien perdu de son talent d'écrivain. Mais l'esprit européen en exil nous révèle en réalité un nouveau Zweig qui apparaît progressivement à partir de 1933, et je vais en présenter quelques facettes, en commençant par évoquer le Zweig politique, alors qu'on a si souvent présenté Zweig comme un écrivain apolitique. Dans son Joseph Fouché de 1929, qui a pour sous-titre « Portrait d'un homme politique », Stefan Zweig a exprimé sa véritable horreur de la politique. Pour lui, il le dit à plusieurs reprises, le devoir de l'intellectuel, et c'est un message presque inattendu dans ce siècle où nous sommes habitués à considérer que l'intellectuel engagé depuis l'époque de l'affaire Dreyfus est une chose qui va de soi. Selon Zweig, le devoir de l'intellectuel, c'est au contraire d'éviter la sphère du politique, de conserver une liberté intérieure, de ne rejoindre aucun groupement idéologique, aucun mouvement politique. Et pourtant, Stefan Zweig a constamment réagi à la politique. Il y a réagi, par exemple, dans sa discussion épistolaire presque hebdomadaire avec Romain Rolland. Et Romain Rolland, quelquefois piqué au vif par cette attitude antipolitique de Stefan Zweig, lui écrit par exemple en mars 1935 « Je n'ai pas votre dégoût de la politique, autant vaudrait avoir le dégoût de la vie, car l'une sans l'autre n'est pas possible. » Et pourtant, réfléchissons à l'absurdité que représente le qualificatif d'apolitique appliqué à Stefan Zweig, comme si l'on oubliait que son existence a été marquée par l'histoire politique la plus mouvementée qui soit. 2 guerres mondiales, effondrement des empires austro-hongrois, allemands, russes, tentative d'édification d'un nouvel ordre européen à partir de 1919, montée du nationalisme dans tous les pays, du fascisme en Italie, du nazisme en Allemagne, en Autriche, du franquisme en Espagne, destruction des régimes démocratiques, antisémitisme de masse, camps de concentration, anéantissement des Juifs européens, puisque Zweig a vu les prémices de la Shoah. À la fin de la Première Guerre mondiale, au moment de son séjour en Suisse, Stefan Zweig s'est tourné vers le pacifisme. Dans la décennie suivante, il a discuté de l'avenir de l'Europe avec Romain Rolland, avec Henri Barbus, avec le mouvement pacifiste fondé par Bertha von Suttner, avec Richard Coudenhove-Kalergi, le promoteur de l'idée pan-européenne. Il a publié durant toutes les années 20 des articles dans des journaux socialistes, communistes même, et dans sa correspondance avec Romain Rolland ou avec Joseph Roth, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus question de politique que de littérature. Cette position au-dessus de la mêlée de spectateurs critiques et, si j'ose dire, allergiques de l'événement politique est évidemment devenue intenable à partir de décembre 1933, à partir de janvier 1933 et à partir du nazisme en Allemagne qui bientôt envahit toute l'Europe. On sent
dès le début un très profond désarroi, un très profond pessimisme. Ainsi, en mars 1935, Stefan Zweig écrit à Romain Rolland qu'il pressent une nouvelle guerre européenne. Elle sera si terrible, dit-il, que nous ne survivrons pas. Je n'ai aucune envie de survivre à une seconde guerre mondiale. Et il poursuit en ces termes: la politique nous abrutit, elle est tellement dégoûtante, absurde, qu'on ne se sauve qu'en crachant sur elle. Donc, vous voyez, ce qui caractérise cette dernière décennie de la vie de Stefan Zweig, c'est ce mélange extraordinaire de lucidité. En réalité, on voit dans ce dialogue épistolaire avec Romain Rolland, qui lui se prétend l'intellectuel engagé, concerné, beaucoup plus lucide que son ami Stefan Zweig. On se demande, en lisant cette correspondance aujourd'hui, si ce n'est pas Stefan Zweig le plus lucide. Par exemple, face au stalinisme, que Romain Rolland considère avec une sympathie qui aujourd'hui nous apparaît presque insupportable. Et ce recueil, L'Esprit européen en exil, contient un des textes les plus admirables et les plus poignants de Stefan Zweig. C'est un essai de 1940 qui s'intitule « Les pêcheurs des bords de Seine », un texte qui était resté jusqu'ici inconnu en traduction française et même méconnu dans sa version allemande. C'est un texte où Stefan Zweig a condensé toutes ses réflexions sur la relation entre l'individu et l'histoire politique en temps de crise. Les événements se passent le jour de l'élection, excusez-moi de ce lapsus ridicule, le jour de l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Stefan Zweig raconte comment un groupe de pêcheurs sur le bord de Seine tourne le dos à la place de la Concorde et garde les yeux fixés sur le flotteur des cannes à pêche pendant que Louis XVI est conduit à l'échafaud et pendant que l'exécution a lieu sous les clameurs de la foule hostile au roi. Ces pêcheurs gardent les yeux fixés dans l'autre direction, celle de la Seine, les yeux fixés sur leur canne à pêche, et Stefan Zweig insiste sur le fait que cette attitude d'indifférence à l'événement ne résulte pas d'une défaillance morale ou d'une erreur d'appréciation, mais qu'elle est due à une sorte de nécessité physiologique. Le psychisme a besoin de faire baisser sa tension émotionnelle pour que la santé psychologique de l'individu soit préservée. Et Zweig, on le sent, s'identifie à ces pêcheurs. Pour se mettre en marge d'un monde en guerre, il se réfugie dans son travail d'écrivain. Il cherche en même temps à se protéger contre une réalité historique et politique devenue insupportable. La deuxième facette sur laquelle je voudrais insister, c'est la prise de conscience de sa solidarité profonde avec le destin des Juifs persécutés. Hannah Arendt a jugé très sévèrement l'attitude de Stefan Zweig, sans doute parce qu'elle ne connaissait pas justement la majorité de ces textes rassemblés dans le recueil L'Esprit européen en exil. Au lieu de lutter, écrit-elle avec une espèce de cruauté, il se taisait. Or, les textes de ce recueil éclairent la relation que Zweig a entretenue avec la politique pendant ses années d'exil et permet de réfuter ce préjugé selon lequel Zweig se serait abstenu d'intervenir sur la grande question de l'époque, sur le destin des Juifs exposés aux crimes nazis. Hannah Arendt fait allusion
un texte célèbre de Zweig, publié d'ailleurs dans ce volume, Le Grand Silence, une allocution radiophonique prononcée sur Radio Paris en 1940, où relève Hannah Arendt, Stefan Zweig fait allusion au crime nazi, mais ne dit rien des Juifs. Et elle s'en tient là, comme si c'était le dernier mot de Zweig. Or, ce recueil prouve tout le contraire, que Zweig a constamment veillé dans ses relations publiques à parler des Juifs, à insister sur le fait qu'il ne pouvait pas se dérober à l'exigence de solidarité dont il parle, par exemple, dans son hommage à Max Brod, l'ami pragois de Kafka, à qui ses amis, dont fait partie Stefan Zweig, ont offert en 1933 un volume de mélange et de textes d'amitié pour son anniversaire. Et Stefan Zweig exalte l'exemple de Max Brod comme modèle insurpassable d'engagement éthique. Il insiste sur le fait que Max Brod a réussi à mettre toujours mieux en harmonie l'artiste, le juif et l'homme secourable et organisateur. En effet, Max Brod a joué un rôle éminent dans le mouvement sioniste centre-européen et a aidé beaucoup de juifs, non seulement de Bohême, de Prague et de Bohême, mais de toute l'Europe de culture allemande à fuir, tant qu'il en était encore temps, vers Israël. À cette harmonie intérieure, Stefan Zweig aura beaucoup de mal à parvenir. Une des raisons pour lesquelles il aura cette difficulté, il l'explique aussi très clairement dans plusieurs textes de ce recueil, c'est sa réticence à dire quoi que ce soit qui puisse pousser à la haine de l'Allemagne. C'est quelque chose de très touchant et de très surprenant pour nous, mais Stefan Zweig, tout en étant une victime de l'Allemagne nazie, s'est refusé à prononcer un mot qui puisse être interprété comme une déclaration de haine à l'Allemagne et à la culture allemande. Car, disait Zweig, il voulait préserver l'avenir. Il ne concevait pas qu'il n'y aurait pas un monde après cette terrible guerre en cours, et pour sauver ce qu'il appelle l'unité spirituelle de l'Europe ou du monde, il était très soucieux de ne pas alimenter ce qu'on pourrait appeler une germanophobie qui rendrait la reconstitution de l'Europe impossible. Il faut ajouter une autre dimension, et malheureusement l'histoire n'a pas donné tort à Stefan Zweig. Il considérait, il le dit à plusieurs reprises, que la dénonciation de l'antisémitisme nazi, quand elle était faite par un intellectuel juif autrichien en exil, pouvait en réalité plus nuire aux juifs demeurés en Allemagne que les aider. Alors aujourd'hui, on a du mal à comprendre cet argument, mais c'est un argument qui, historiquement, n'est pas sans intérêt. En effet, chaque discours de ces antifascistes allemands et autrichiens réfugiés sur le territoire français, britannique ou américain était récupéré par la propagande nazie pour dire, vous voyez comment de l'extérieur, bien abrités, ces exilés juifs continuent à dénigrer l'Allemagne, etc. Donc, Stefan Zweig est très sensible à tous ces arguments et
même si on peut aujourd'hui considérer qu'il n'avait pas entièrement raison et que, d'un autre côté, l'autorité qu'il avait comme écrivain célèbre lui aurait peut-être permis d'agir, Stefan Zweig était, lui, profondément déchiré dans cette situation qu'il a thématisée dans ce recueil, d'être à la fois un écrivain banni, exilé, exclu, et d'être pourtant une personnalité qui, dans toutes ses fibres, restait liée, identifiée à la culture allemande. Et c'est ce qui explique que de nombreux textes ici publiés comme manifeste de protestation contre l'antisémitisme nazi, conçu dès mai 1933, ou esquisse d'un manifeste juif, ou appel en faveur des juifs autrichiens, sont restés finalement inédits parce que Zweig, au dernier moment, a renoncé à les publier. Mais en revanche, Zweig est intervenu à de très nombreuses reprises publiquement et avec un grand retentissement, en particulier par des plaidoyers humanitaires pour la cause des enfants juifs. Et vous savez que une des petites réussites de tous ces militants qui voulaient aider les juifs restés entre les griffes des nazis a été le fameux Kindertransport qui, en 1938, a tout de même permis à quelques milliers d'adolescents, d'enfants et d'adolescents juifs, certes privés de leurs parents, et certes avec une limite d'âge, il fallait avoir moins de 18 ans, mais qui ont pu quitter l'Allemagne. Et Stefan Zweig est intervenu très activement à Londres pour obtenir du gouvernement britannique la possibilité d'offrir un accueil à ces réfugiés adolescents, enfants et adolescents juifs. Et puis en même temps, on voit que Zweig, dans cette dernière décennie, change d'attitude à propos du sionisme. Zweig avait été, dans sa prime jeunesse, un proche, et on pourrait presque dire un protégé de Theodor Herzl, qui avait publié dans la Neue Freie Presse, où Herzl était rédacteur en chef des pages littéraires, le feuilleton. Il avait publié plusieurs textes de Zweig, et malgré tout, Stefan Zweig s'était détaché du sionisme après la mort de Theodor Herzl en 1904 et avait basculé dans une attitude plutôt anti-sioniste parce qu'il considérait le sionisme comme un avatar du nationalisme. On voit dans cette dernière période que Stefan Zweig change d'attitude. Par exemple, on publie dans ce recueil un texte très frappant à l'intention du comité américain en faveur de la participation de la Palestine juive à la foire internationale de New York de 1939. Et cela signé de Stefan Zweig, qui parle là comme un sioniste vibrant. Mais en même temps, Stefan Zweig est capable d'écrire des lignes d'un très profond pessimisme, d'un très profond abattement. Par exemple, pour une tribune juive de Paris, publiée en décembre 1938, il écrit ceci: « De même que je ne suis pas un enthousiaste des sionistes allemands qui, dit-il, je cite, ne sont devenus sionistes qu'au moment où on leur a interdit d'être des nationalistes pangermanistes. De même, je trouverais absurde que nous voulions tous, à cause d'un seul homme, Hitler, rejeter toute la sensibilité cosmopolite et, dans l'infinité du monde, ne plus rien voir que l'élément juif. »
Donc vous voyez, c'est exactement comme sur la thématique politique, on sent ce déchirement entre une conscience humaniste, humanitaire, un sentiment de solidarité très brûlant, et en même temps une espèce d'inhibition face à la politique. Là, c'est un peu le même balancement à propos du sionisme. Il est tantôt pour, tantôt contre. Visiblement, il hésite, il n'arrive pas à se décider. Et puis, la troisième facette que je voudrais citer pour conclure, qui domine un peu ce recueil et qui en fait, me semble-t-il, l'intérêt particulier, c'est qu'on voit l'Europe changer de visage sous la plume de Zweig et devenir, dans cette période, à vrai dire, désespérante pour tous les Européens convaincus comme Stefan Zweig, un continent perdu. Cette unification spirituelle, culturelle et politique de l'Europe dont Stefan Zweig a toujours rêvé devient l'utopie d'un Européen en détresse. Car, et Jacques Lachary le disait très bien tout à l'heure, l'idée européenne que défend Stefan Zweig est essentiellement antinationaliste. Ne cherchons pas à entrer dans tel ou tel détail de la pensée de Zweig à propos de l'Europe. Le point dirimant, le point fondamental, décisif de sa sensibilité européenne, c'est son horreur du nationalisme. À ses yeux, le nationalisme, dont le national n'est que la première étape, car aux yeux de Zweig, le national dérape toujours vers un nationalisme en temps de crise. À ses yeux, le nationalisme est une idéologie très profondément toxique, un poison mortel, non seulement pour la civilisation européenne, mais pour l'humanité toute entière, car le nationalisme est consubstantiellement lié à la xénophobie, au racisme et à la guerre. Mais à partir de 1933, l'Europe est devenue le contraire d'une utopie, ce qu'on appelle une dystopie concrète, qui ne laisse plus aucune place à l'espérance. Et ce qui est à la fois touchant, pathétique et intriguant, c'est de voir comment Stefan Zweig se tourne désormais vers d'autres horizons utopiques, vers l'Amérique du Sud, vers le Brésil, qu'il découvre avec émerveillement en 1936, au moment où, après le congrès international du Pen Club de Buenos Aires, il pousse un peu plus loin d'Argentine jusqu'au Brésil. Et à partir de 1936, c'est aussi l'époque où il commence à écrire sa biographie de Magellan. L'explorateur Stefan Zweig, en quelque sorte, découvre un nouveau continent jeune et plein de promesses qui lui apparaît comme le refuge de son idée européenne. Une idée qu'il élargit progressivement, puisque dans son grand discours de 1936 à Rio de Janeiro, il ne parle plus de l'idée de l'unité spirituelle de l'Europe, mais de l'unité spirituelle du monde. Et quand il parle du Brésil, Stefan Zweig projette son idéal, je dirais, cacanien, cet idéal du mythe habsbourgeois, d'une supranationalité de l'Europe danubienne qui serait le prototype d'une supranationalité européenne. Sur le Brésil, écoutez cette phrase
étonnante, surtout aujourd'hui où nous nous rendons compte, hélas, que le Brésil aussi peut être le théâtre de l'éclosion d'un nationalisme et d'un racisme malheureusement très destructeur et très toxique. Le Brésil, écrit Stefan Zweig en 1936, n'a pas encore découvert la question raciale. Dans ce gigantesque creuset, tout se mélange depuis des temps immémoriaux. Blancs, indiens, noirs, portugais, allemands, italiens, slaves, japonais, chrétiens, juifs, bouddhistes et incroyants. On n'établit aucune distinction et il n'existe aucune sorte de conflit. Vous le voyez, le mythe brésilien et le mythe habsbourgeois de Stefan Zweig se recoupent. S'il avait parlé du monde d'hier, de l'empire libéral austro-hongrois, au lieu de parler des Indiens, des Noirs et des Portugais, il aurait parlé des Tchèques, des Slovaques, des Hongrois, des Serbes, des Slovènes. Il projette donc son mythe européen sur le Brésil. Et ce découragement de Stefan Zweig face à l'Europe devenue autodestructrice, devenue hyper-nationaliste, devenue xénophobe, antisémite, vous voyez que c'est ce sentiment d'être condamné à l'exil, non seulement comme Autrichien, non seulement comme écrivain de langue allemande, mais aussi comme Européen, qui fait qui donne toute sa tension, toute sa richesse à cette dernière période de Stefan Zweig, et qui font la troublante originalité de sa pensée européenne telle qu'elle apparaît dans ce recueil. Et pour vous faire sentir à quel point Stefan Zweig s'inscrit avec son antinationalisme vibrant dans une tradition, dans une brillante et noble tradition viennoise, je voudrais vous citer un aphorisme politique, un épigramme politique de 1849 de Franz Grillparzer, le grand classique du théâtre viennois. Je le cite en allemand, puisque tout à l'heure, Jacques Lacharige a donné le ton et cité quelques mots en allemand. Der Weg der neueren Bildung geht von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität. Le chemin de la nouvelle culture va de l'humanité par la nationalité à la bestialité. Voilà ce qui était le fond de la sensibilité de Stefan Zweig, et voilà ce qui s'exprime encore de manière pathétique et poignante dans ce recueil, L'esprit européen en exil. Et je vais m'interrompre à présent pour rendre ses droits au débat, à la rencontre, à la discussion avec vous. Merci pour cet exposé très riche qui montre bien aussi toute la complexité de la pensée de Stefan Zweig, qu'on a effectivement trop souvent et trop hâtivement, par méconnaissance des textes aussi, et vous l'avez dit, hein, par le fait que certains textes, l'exemple de Hannah Arendt le montre, n'ont pas été publiés, n'ont pas été diffusés, connus. On a eu pendant longtemps une version tronquée, avec de nombreux points aveugles en quelque sorte, hein. Et c'est tout le mérite de ces 3 volumes précisément qui se font suite de façon très très heureuse
Donc l'appel aux Européens, dernier message, puis donc l'esprit européen en exil. On voit bien que la pensée de Zweig, d'abord, elle évolue au fil du temps. Elle ne se fige pas, elle ne se fige jamais. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on voit très bien à la lecture de ces textes. Vous avez évoqué la question du sionisme, qui est particulièrement parlante de ce point de vue-là. Mais c'est toute la contradiction qui ne tient pas seulement à la réception, bien sûr. C'est la contradiction interne de l'homme, Zweig, que de balancer sans cesse entre cette horreur de la politique, cette horreur que lui fait l'idée de devoir entrer dans la mêlée, et ne pas rester au-dessus de la mêlée, pour reprendre le titre célèbre de Romain Rolland, et en même temps de prendre conscience de plus en plus au fil du temps que même lui ne peut pas y échapper finalement, et qu'il ne peut pas rester non plus totalement les bras ballants. Vous avez cité ces manifestes, ces prises de position, effectivement, en faveur des enfants juifs, par exemple. Et puis on est frappé aussi par le fait, c'était déjà le cas dans ce texte intitulé La désintoxication morale de l'Europe, où il explique que cette désintoxication ne pourra pas avoir lieu rapidement. Il faudra du temps, précisément, pour effacer, gommer cette maladie qu'est le nationalisme. On est frappé aussi de voir que Zweig, finalement, il a eu des idées concrètes aussi. Il a imaginé des choses concrètes. Pas seulement, il n'est pas seulement resté sur le plan un peu éthéré, peut-être, parfois, qu'on a pu lui reprocher. Dans ce texte, il fait des propositions très concrètes qui parlent aux jeunes générations, et je pense aujourd'hui à tout le monde, en imaginant, je le disais tout à l'heure, non seulement une autre manière de transmettre l'histoire, d'enseigner l'histoire, mais en disant il faut que les jeunes générations apprennent les langues des autres pays voisins, et il faut leur donner la possibilité d'aller séjourner, d'aller étudier dans les pays voisins, une espèce de préfiguration du programme Erasmus d'une certaine façon. Donc on voit que Zweig, il a aussi... alors il a eu d'autres idées qui étaient peut-être plus difficiles à réaliser, comme une espèce d'autorité de surveillance qui viendrait contredire chaque proposition qui lui paraîtrait trop nationaliste et défavorable pour l'image des peuples et des pays voisins, plus difficile à mettre en œuvre, ou une revue européenne avec une dimension supranationale, là aussi. Donc il a quand même eu aussi des idées qui n'étaient pas toutes farfelues, on va dire, qui n'étaient pas toutes irréalisables, finalement. J'insisterai en effet sur cet aspect que Jacques Lacharige vient de mettre en valeur. Stefan Zweig, inlassable organisateur et coordonnateur d'initiatives humanitaires ou éditoriales. Je citerai deux exemples particulièrement intéressants. Jusque vers 1938, il a poursuivi avec obstination le projet d'une revue juive internationale, qui aurait peut-être ressemblé de loin à la revue juive animée à Genève par Albert Cohen. Vous voyez, c'était un peu dans le même esprit. Et c'était une revue qu'il concevait comme radicalement internationale, puisque son idée était qu'on allait demander à des auteurs juifs de toutes les aires culturelles du
de céder des textes, des essais ou des nouvelles ou des chapitres de romans pour cette revue, et il pensait pouvoir publier cette revue dans la langue originale de tous les auteurs, ce qui est à la fois un témoignage frappant de la culture extraordinairement polyglotte de Stefan Zweig. Je vous rappelle que Stefan Zweig avait une ascendance italienne par sa mère, était très à l'aise en italien, qu'il était un parfait francophone, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, qu'il parlait très convenablement l'anglais, même s'il faisait plus volontiers appel à des aides traducteurs lorsqu'il fallait publier directement en anglais, que lorsqu'il est allé au Brésil, il a assez rapidement rafraîchi ses lointains souvenirs, parce qu'il avait fait des études de romanistique à Vienne, de romanistique et de philosophie, et il avait quelques vagues souvenirs de portugais, et au cours de son séjour à Rio de Janeiro et à Petropolis, il a finalement retrouvé une certaine aisance en portugais, même s'il n'a jamais été en mesure d'écrire en portugais et de soutenir une conversation élaborée en portugais. Il était parfaitement capable de lire les journaux, par exemple, en portugais, ou de comprendre dans la vie sociale les propos qu'on lui tenait en portugais. Alors, c'était vraiment, sans oublier le fait que son éducation classique au lycée humaniste de la Wasagasse à Vienne faisait qu'il était un bon latiniste et un bon helléniste, et qu'il avait une parfaite connaissance des langues anciennes. Donc, Stefan Zweig était vraiment l'incarnation de cette culture polyglotte, et tout ce projet d'une revue juive internationale reflète aussi cette confiance qu'il avait dans la rencontre des langues et des cultures, et sa conception de l'Europe qui, contrairement à celle que nous vivons ou que nous subissons aujourd'hui, ne serait pas placée sous la domination d'une langue internationale, mais serait une langue donnant ses droits à chacune des langues européennes. Stefan Zweig ne pouvait pas concevoir l'identité culturelle européenne autrement que polyglotte et autrement que ancrée, enracinée dans son héritage gréco-latin. Alors vous me direz, malheureusement, que tout cela est un peu balayé par la réalité de l'évolution de nos cultures, mais cet exemple de la revue juive internationale est frappant. Et puis, un autre exemple qui, lui, a partiellement réussi, ça a été avec l'aide de son ami Ben Hübsch, qui était un des éditeurs les plus brillants et actifs de New York à l'époque. Il dirigeait Viking Press, qui à l'époque était une maison de toute première importance dans le milieu intellectuel américain. Grâce à l'aide de Ben Hübsch, il a mis sur pied l'idée d'une collection de classiques allemands anciens et contemporains
imprimé aux États-Unis et vendu à bas prix, à bas coût, sur le même modèle que Penguin Books ou Albatros Books, qui étaient les deux collections de livres de poche internationales de l'époque. Et l'affaire a assez bien réussi. Et il y a eu une vingtaine de titres. Et l'idée de Stefan Zweig apparaît comme extrêmement fine. Son idée, c'était, premièrement, de permettre à ces écrivains désormais privés de toute possibilité d'éditer leurs textes, de trouver un lieu de publication. Donc tous ces exilés politiques ou juifs de langue allemande. Deuxièmement, de permettre à toute la diaspora de langue allemande, très nombreuse dans le monde, et particulièrement durant cette période tragique de l'exil, qui n'était pas seulement l'exil des intellectuels, des artistes, des écrivains, mais qui était l'exil de groupes de population très nombreux. Et donc il y avait en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour ne citer que ces deux endroits, beaucoup d'exilés de langue allemande privés de tout contact avec le livre de langue allemande. Et donc c'était la deuxième idée de Stefan Zweig. Et la troisième idée généreuse toujours de Stefan Zweig, c'était donner aux Américains la possibilité de lire autre chose que l'affreuse, la détestable littérature promue par les autorités du Troisième Reich. Et c'est vrai qu'à la même époque où agissait Stefan Zweig, émergeait dans tous ces pays d'Amérique du Nord, par exemple, une germanistique extrêmement brillante. Il y avait de très nombreux étudiants de langue et littérature allemande sur le territoire américain, et Stefan Zweig voulait, à travers cette collection de classiques allemands anciens et contemporains, leur donner accès à la bonne, à la vraie littérature, pour leur montrer qu'il n'y avait pas que le kitsch détestable de la littérature produite sous le contrôle du nazisme. Donc deux exemples de ces projets, l'un inabouti, l'autre assez réussi, de Stefan Zweig, organisateur, en particulier dans le domaine éditorial. Et rendez-vous compte, il était exilé aux États-Unis sans aucun moyen. Il a quand même réussi, grâce, il est vrai, à sa célébrité, à son entre-gens, au fait que chez Viking Press, il était considéré vraiment comme un prince des lettres. De même à Rio de Janeiro, il faut voir avec quel enthousiasme les éditions brésiliennes dirigées par Abrao Kugan, son éditeur à Rio de Janeiro, avec quel enthousiasme il a été accueilli sur le sol brésilien. Donc il avait la possibilité de le faire, mais un autre ne l'aurait pas fait. Un autre aurait d'abord veillé à sa propre survie et à la survie de ses propres textes et à la poursuite de sa propre œuvre. Il y avait quelque chose d'infiniment généreux et débordant chez Stefan Zweig qui jusqu'au bout a été tout à fait remarquable et assez unique en son genre. Je dois insister sur le fait que ce recueil a été fait non seulement avec le concours et le soutien, mais avec vraiment la participation active et quotidienne de Clemens Reinholdner. Nous sommes partis du constat que ces petits livres publiés chez Rössner
ne sont ni faits ni à faire. Ce sont des éditions extrêmement médiocres du point de vue de la méthode d'édition des textes, avec des présentations extrêmement sommaires des textes et avec un choix extrêmement arbitraire, sans aucun souci d'exhaustivité, un peu saupoudré, sans qu'on sache très bien pourquoi tel texte a été pris, pourquoi tel autre. Non. Nous avons adopté un autre point de vue, c'est-à-dire que nous n'avons même pas regardé l'édition Rössner. Nous sommes à chaque fois remontés à la publication originale, ce qui n'était pas toujours facile, puisque la plupart de ces textes ont été publiés dans des journaux, des revues britanniques, américaines, sud-américaines, et que donc il fallait puiser dans les fonds de la bibliothèque de l'exil allemand à Francfort-sur-le-Main, de la British Library, de la Library of Congress, de la Bibliothèque nationale du Brésil à Rio de Janeiro, etc. etc. Et le deuxième point, c'est que nous n'avons pas voulu mélanger la carpe et le lapin comme l'ont fait ces petits volumes de l'édition Rössner, c'est-à-dire mélanger les essais littéraires et les textes politiques, car il nous semble que, enfin, notre enjeu, je ne conteste pas du tout l'intérêt des textes littéraires purement littéraires, mais notre enjeu n'était pas de cet ordre. Notre enjeu, c'était de mettre bout à bout, de manière aussi complète que possible, les textes d'intervention politique ou les textes thématisant directement les trois problématiques de ce recueil. D'abord, l'exil, la littérature en exil. Qu'est-ce qu'être un écrivain en exil? Deuxièmement, la question politique, pour en finir avec ce préjugé selon lequel Stefan Zweig aurait été une sorte de mélancolique apolitique. Mélancolique, il l'était. Antipolitique, il l'était aussi, mais apolitique, non. Et enfin, troisième thème, c'était réfuter avec toute l'admiration, tout le respect qu'on lui doit, réfuter le jugement trop sommaire de Hannah Arendt et démontrer que non, que Stefan Zweig n'avait pas été muet, que Stefan Zweig était au contraire intervenu à sa manière, mais encore fallait-il prendre connaissance de ces textes pour en juger honnêtement. On peut dire, c'est pas exactement ce que j'espérais de Stefan Zweig, mais on ne peut pas dire, on ne peut plus dire, comme Hannah Arendt, que Stefan Zweig n'a pas daigné, n'aurait pas daigné écrire une ligne ni prononcer une parole sur ce sujet. C'est tout le contraire. On s'aperçoit que chaque année, puisque nous avons classé les textes en ordre chronologique, que chaque année, Stefan Zweig est intervenu plusieurs fois de façon avec une grande visibilité médiatique sur la question de la menace qui pèse sur le... Vous savez, il est mort donc son double suicide a eu lieu au début de février 1942. Il lui a été épargné de vivre
le moment du plein déploiement de la solution finale décidée à la conférence de Wannsee et de la destruction épouvantable des Juifs d'Europe. Ce spectacle lui a été épargné, mais Stefan Zweig a été néanmoins très attentif, très lucide, et je dirais même rempli de prémonitions. Il voyait venir le grand désastre, la grande abomination, et il a tout fait pour faire ce qu'il pouvait faire à sa manière. Voilà. Stefan Zweig et Paul Valéry se connaissaient et s'appréciaient. Évidemment, Stefan Zweig, fin romaniste et bon connaisseur de la littérature française contemporaine, avait pris toute la mesure du génie de Paul Valéry et de son importance. Mais Paul Valéry aussi le connaissait. Il y a un cénacle parisien qui a beaucoup compté, c'était le cercle de Julien Quint, qui à l'époque était administrateur de la Bibliothèque nationale et que le Front populaire avait nommé directeur de la lecture publique. Donc il était non seulement administrateur général de la Bibliothèque nationale, mais directeur de toute la lecture publique, y compris à Toulouse à l'époque, et il a beaucoup fait pour le développement des bibliothèques en France. Et Julien Quint était marié à une fine lettrée spécialiste de Paul Valéry. Et dans le cercle de Julien Quint, vous savez que Stefan Zweig, lorsqu'il séjournait à Paris, habitait toujours à l'hôtel Louvois, square Louvois, juste en face de la vieille bibliothèque nationale du 58 rue Richelieu. Et il était étroitement lié à Julien Quint et il faisait partie du cercle étroit qui se réunissait tantôt rue des Petits Champs, dans l'appartement de fonction de Julien Quint, tantôt à Louveciennes, dans la villa de Julien et Lucienne Quint. Et on a publié dans ce recueil une photo extrêmement touchante où on voit Stefan Zweig et Paul Valéry en dialogue à Louveciennes, tout réjoui dans une de ces soirées offerte par Julien Quint. Et en 1940, lors de son dernier séjour à Paris, séjour chargé puisque Stefan Zweig a fait sa grande conférence sur la Vienne d'hier au théâtre Marigny dans le cadre du Cercle des ambassadeurs. Il a donné cette allocution sur Radio Paris. Il a rencontré une foule de gens. Il a donné des interviews dans plusieurs journaux parisiens et il a revu Paul Valéry. Donc ils étaient proches. Mais en même temps, on a publié tout récemment une correspondance passionnante de Stefan Zweig, c'est celle avec Jean-Richard Bloch, qui fut en son temps un journaliste, un essayiste et un romancier d'une grande importance et dont l'œuvre malheureusement a été un peu oubliée. Et Jean-Richard Bloch, lui, était, comme Romain Rolland, beaucoup plus engagé dans le mouvement communiste. Dans cette correspondance, il est question de Valéry à un certain moment. Et on est extrêmement surpris par la lucidité critique de Stefan Zweig qui dit « J'ai rencontré Paul Valéry et la comtesse de Noailles
La seule chose qui les intéresse, c'est la rente, c'est la stabilité, c'est leur petit confort. Le reste, ils n'en ont pas beaucoup conscience. Et il y a dans tous les textes de Stefan Zweig de cette époque-là une sorte d'animosité permanente contre la Société des Nations, une animosité sarcastique qui ressemble un peu, encore une fois, je citerai ici Albert Cohen, au premier chapitre de Belle du Seigneur, où Albert Cohen représente le néant bavard et stérile du milieu international de la Société des Nations à Genève. Or, Paul Valéry était un des grands personnages de la Société des Nations. Il animait en particulier ce comité pour la coopération intellectuelle et il a présidé à un certain moment des conférences de la SDN organisées par ce bureau de coopération intellectuelle qui avait une succursale très active à Paris. Et un des textes les plus remarquables de Paul Valéry est intitulé « L'Europe des esprits ». Mais l'Europe des esprits, pour Stefan Zweig, c'était, d'ailleurs en français comme en allemand, les esprits, c'est à la fois l'esprit et puis ce sont les esprits au sens des fantômes. Donc c'était à la fois geistig, pour parler allemand, et geisterhaft. C'était à la fois intellectuel et fantomatique. Et contre ce côté fantomatique, Stefan Zweig était très remonté. Il y avait chez lui une véritable... Et c'est ça aussi qui fait la note originale de Stefan Zweig, qu'on présente souvent comme un mondain. Il était sans doute mondain, si on appelle mondain celui qui a une faculté extraordinaire d'entrer en sympathie avec les milieux sociaux et culturels les plus variés. Et si on appelle mondain celui qui est à l'aise dans le monde entier. Mais si on appelle mondain celui qui se limite au beau monde, si on appelle mondain le salonnard, et si on l'appelle mondain celui qui tient des discours sans relation pertinente avec la réalité, alors Stefan Zweig était anti-mondain. Et ce qui est très frappant, c'est que tout en ayant une admiration immense et justifiée pour l'écrivain, pour le poète, pour le prosateur Paul Valéry, il était en même temps très critique envers le mondain Paul Valéry, envers l'homme de la SDN, prononçant des discours sans aucun effet sur la triste réalité de l'époque. Donc, de manière générale, on peut dire que Paul Valéry, c'était à un degré de perfection rhétorique et de raffinement intellectuel extrême, c'était un peu la voie du brillandisme, vous voyez, c'était cette espèce d'européanisme de bonne volonté, mais qui n'allait pas tellement plus loin que de beaux banquets et quelques réunions qui n'étaient que d'apparentes victoires de l'esprit européen, comme cette fameuse conférence de Rapallo, dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'a pas eu beaucoup d'importance, à part
la petite sécession qu'a faite l'Allemagne, qui lui a permis à Rapallo de glaner quelques points sur sa reconquête de souveraineté nationale. Mais la conférence de Rapallo de la SDN a été une bulle de savon, une baudruche qui n'a eu aucun effet visible à l'œil nu sur l'évolution des faits. Et Stefan Zweig était absolument remonté contre cela. Et c'est ça qui fait aussi le charme du personnage, c'est que cet homme affable, cet homme que tout le monde trouve extraordinairement sympathique, agréable, était aussi un observateur critique et lucide. Un autre aspect de cette correspondance avec Jean-Richard Bloch que j'ai trouvé formidable, qui nous éloigne beaucoup de Paul Valéry, qui nous rapproche d'un antipode de Paul Valéry, Romain Rolland, ce sont les passages consacrés à la préparation du 70e anniversaire de Romain Rolland, qui tombe, je crois, en 1936. Et Stefan Zweig lui dit, alors je suis allé chez les Rolland, mais c'est terrible, il n'est question que de l'URSS, il veut que les cérémonies pour son 70e anniversaire soient, je simplifie, je résume, soient des cérémonies d'hommage à Staline. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, j'admire Romain Rolland, j'aime Romain Rolland, mais je veux parler de Jean-Christophe, je veux parler de Au-dessus de la mêlée, je ne veux pas parler de l'URSS. Voilà, donc vous voyez, autant face à ce bourgeois libéral que fut Paul Valéry en politique, bourgeois briandiste, autant face à Paul Valéry qu'à cet intellectuel sympathisant communiste Romain Rolland, Stefan Zweig était d'une lucidité critique qu'on a, je crois, longtemps sous-estimée et qui apparaît avec relief dans les récentes publications et en particulier dans l'Esprit européen en exil. J'ai parlé de sa lucidité critique, mais Stefan Zweig était aussi d'une grande lucidité autocritique. Stefan Zweig, on le voit par exemple dans ses relations avec Thomas Mann, dont il était proche et ami, mais on le voit aussi dans sa correspondance avec quelqu'un qui le dominait moins, mais par qui il se sentait littérairement dominé, Joseph Roth. Il avait une conscience aiguë de ses limites. Il savait que les grands écrivains, c'était Thomas Mann, c'était Joseph Roth, c'était pas Stefan Zweig. Mais pourtant, il y a des moments où Stefan Zweig vaut beaucoup mieux que la réputation qu'on lui a faite, en particulier dans les années post-68, où pratiquement on parlait de Stefan Zweig dans un séminaire de germanistes en Allemagne, c'était déplacé, c'était pas digne d'être évoqué. Aujourd'hui, on a quand même changé de perspective. On s'accorde sur le fait que certaines nouvelles de Stefan Zweig sont des réussites incontestables. Je parlais tout à l'heure de la nouvelle du jeu d'échecs. Bon, je crois que là, même les plus réticents envers Stefan Zweig sont obligés de baisser les armes. C'est un chef-d'œuvre. On parlait des mémoires, Le Monde d'hier, mémoire d'un
d'un Européen, c'est un livre splendide. C'est un des plus beaux mémoires écrits au XXe siècle. Mais il est bien vrai que dans la grande masse de ces textes narratifs, il y a des hauts et des bas. Et néanmoins, il y a quelque chose qui fait que Stefan Zweig retient toujours l'attention du lecteur. Vous voyez, on distingue quelquefois la littérature pour les lecteurs et la littérature pour les séminaires. Bon, c'est vrai que Stefan Zweig n'est pas toujours de la littérature pour les séminaires, mais c'est une littérature pour les lecteurs. À chaque fois qu'on relit Stefan Zweig, on est frappé par le fait qu'on se laisse entraîner. Il vous entraîne, il vous captive, on a l'impression d'entrer dans ces textes avec plus de plaisir. À chaque fois, on se dit, mais c'est formidable comme c'est agréable à lire. Et il y a ce talent énorme de Stefan Zweig, cette chaleur humaine, cette générosité d'écriture. Vous savez, il a intitulé son grand livre sur Marie-Antoinette « Portrait d'une personnalité moyenne ». Ça n'empêche pas que Marie-Antoinette soit un grand personnage historique. On peut dire que dans la littérature du XXe siècle, si on le met entre Thomas Mann et Joseph Roth, c'est vrai qu'il est plutôt de l'ordre de la littérature moyenne, exception faite des chefs-d'œuvre tout à fait notables dont il est l'auteur. Eh bien, cette littérature moyenne, vous voyez, cette littérature de grande qualité, à mon avis, ça le met... Bon, à certains moments, je me dis que c'est même supérieur, par exemple, à Feuchtwanger. Parce que Feuchtwanger, il y a vraiment des trucs extrêmement ennuyeux, longs, barbants. Stefan Zweig n'est jamais long, barbant. Et il y a toujours chez lui quelque chose qui touche le lecteur, qui l'entraîne, qui le captive. Et donc ce n'est pas par un phénomène purement commercial, purement marketing, que Stefan Zweig a été, dans les années 30, l'auteur recensé justement par le bureau littéraire de la SDN comme l'auteur le plus traduit dans le monde. Il y a eu, publié sous l'égide de la SDN, un index translationum qui, pendant quelques années, a publié l'index des traductions de tous les auteurs du monde dans des langues étrangères. Et Stefan Zweig était à l'époque l'auteur le plus traduit dans le monde. Il y a eu des années où il y avait une trentaine de traductions de Stefan Zweig dans toutes les langues. Dans 30 différentes langues. C'était considérable pour l'époque où le mécanisme de la traduction n'était pas encore aussi huilé que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et cette extraordinaire popularité, cette extraordinaire sympathie entre un public fidèle et un auteur, un public fidèle dans le monde entier, serait inexplicable si on portait un regard
a priori dépréciatif sur cet auteur. Il y a quelque chose, il y a une flamme, il y a une musique, un sound, Stefan Zweig, qui a séduit un public international depuis les années 30 et qui le séduit encore, puisque Stefan Zweig, encore aujourd'hui, est un auteur traduit de l'allemand beaucoup plus lu que Schnitzler ou Thomas Mann, qui sont, si on applique d'autres critères, des auteurs peut-être de plus haut niveau littéraire. Donc, si on fait une histoire culturelle de la littérature et pas seulement une histoire obéissant à des canons esthétiques ou à des orientations théoriques concernant ce qu'est la littérature et ce qu'elle doit être, à ce moment-là, Stefan Zweig prend une importance considérable. Il fait partie de ce que on pourrait appeler le Kulturtext du XXe siècle, le texte culturel du XXe siècle. Il est une des incarnations On vous remercie encore. C'était Jacques Le Rider, auteur de l'ouvrage Stefan Zweig, L'esprit européen en exil, édité en collaboration avec Clémence Reynoldner chez Bartilla, à la librairie Ombre Blanche, mardi 22 septembre 2020.